Bonjour à tous, déjà, merci d'être venus. Moi, je vais vous parler d'un sujet pas très drôle, mais je vais essayer de mettre un peu d'humour. On va essayer. On verra comment ça marche. Cybersécurité, orienté cloud. Je fais beaucoup de Kubernetes, donc vous allez entendre beaucoup parler de Kubernetes, mais on essaiera de faire un petit peu d'hors-piste sur différents sujets, et puis essayer de traiter des problématiques qu'on peut avoir, qui sont parfois compliquées à aborder en une seule fois. Et donc de voir comment est-ce que, via des outils que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs, on peut progressivement aborder ces problématiques et puis arriver à un stade où effectivement on a entre guillemets le niveau de sécurité attendu. Moi je m'appelle Rachid Zarwadi, je suis indépendant, j'ai ma propre structure. Vous pouvez voir à peu près, vous pouvez me trouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de Kubernetes, je vous en ai parlé, pas que, beaucoup d'observabilité. Et de plus en plus, je suis amené à venir chahuter un ou plusieurs clusters Kubernetes. Alors chahuter dans le bon sens du terme, hein. Là l'objectif c'est de faire un audit du cluster et voir effectivement, déjà si on respecte les bonnes pratiques, deux, quels sont les correctifs à mettre en place, éventuellement dans certains cas, voir travailler directement avec les équipes de développement. Et puis retravailler sur la chaîne d'intégration continue, ainsi de suite. Donc, si vous avez des clusters, vous n'êtes pas trop serein sur leur état et vous avez envie que quelqu'un jette un œil, je me ferai un plaisir de passer vous voir. Je fais plein de trucs à côté, je ne vais pas revenir dessus, parce que je sais que le timing est serré, puis j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Mais vous pourrez me retrouver. Enfin, je fais pas mal de communautaires sur Lyon ou un peu partout en France. J'organise pas mal de conférences. Donc voilà, plein d'occasions pour venir échanger sur différents sujets. Quand on parle de Kubernetes et de sa sécurité, il y a un graphe que tout le monde brandit, c'est celui-là, qui est, il n'est pas de moi, hein, c'est l'OASP qui l'a traité. C'est les 10 thématiques les plus importantes qu'on peut retrouver d'un point de vue sécurité d'un cluster Kubernetes. Si je commence comme ça, je ne suis pas certain que ça vous plaise, donc on va laisser ça de côté. Et moi, je vais essayer de vous proposer plutôt une balade en mer. Donc nous, on est là, sur ce petit bateau, et puis on va se balader d'île en île, et essayer de voir un peu comment est-ce que sur chacune de ces îles, on va pouvoir du coup traiter ces différentes problématiques. Donc je vous l'ai dit, il y a différentes thématiques. Là, on arrive sur la première, qui a un nom Misconfiguration Misery. Vous allez voir que c'est assez parlant. Et là, l'objectif du coup des habitants de cette île, c'est d'aller travailler sur une problématique, ici un workload dont la configuration n'est pas adéquate. J'ai essayé de trouver des habitants qui viendraient vivre ici, et ChatGPT m'a dit, tiens, ceux-là, ils sont sympas. Donc je vous présente les habitants de cette île, qui sont ici. Eux, leur job, il est assez simple, ils ont une problématique, ils arrivent sur un cluster, il y a des problématiques de configuration et du coup, l'idée, c'est d'aller trouver les différentes solutions au problème. Ce que eux trouvent dans leur domaine d'expertise, c'est ce genre de choses. Alors, je sais s'il y a des gens à qui ça ne parle pas, levez la main. Puis comme ça, je fais un petit tour rapide. OK. Ce qui est entouré en rouge, ici, c'est ce que moi, j'aime pas voir quand je fais des audits. Et c'est ce que, normalement, vous ne devriez jamais voir sur un cluster ou sur une application déployée. Ici, en gros, sans rentrer dans le détail, votre application est déployée, elle tourne en tant qu'utilisateur privilégié, elle a tous les droits sur le cluster, et en plus, on lui file, comme vous pouvez le voir ici, tous les droits sur exactement tout ce qui se trouve en dessous. Le réseau, le stockage, le CPU, la mémoire, bref, l'appli fait à peu près tout ce qui se passe. Ça, c'est la réaction en général qu'on devrait avoir. Normalement, moi j'ai plutôt celle-ci. Et en général, quand j'arrive et que je fais un audit, c'est le premier carton rouge qui tombe. On va le voir après, c'est des choses qui sont normalement simples. Il y a beaucoup de documentation qui en parle, qui explique pourquoi il ne faut pas le faire. Et surtout, c'est quelque chose qui est assez simple à corriger. Vous le voyez, hein, il y a 2-3 paramètres à basculer à false. Et on a déjà fait un petit pas et on a fait, entre guillemets, ce qui se passe bien. Quand on n'a pas l'habitude de se retrouver dans ces problématiques-là ou d'avoir ce type de configuration, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Trivi, que je pense à peu près une bonne partie d'entre vous de connaître, qui fait aujourd'hui du scan de vulnérabilité, mais qui aujourd'hui va beaucoup plus loin, qui fait aussi de la configuration. Moi, j'aime bien trouver des petits outils comme ça qui sont plus spécialisés dans leur démarche.
L'idée elle est assez simple, c'est de ne pas sortir une usine à gaz, c'est d'avoir un outil pour une problématique qui fait bien les choses et qui répond. Et l'outil que j'utilise assez régulièrement, c'est Kubeaudit, qui est développé par Shopify. Kubeaudit, typiquement, quand il va regarder votre cluster, ça c'est juste un exemple d'un des scans que j'ai fait sur le cluster sur lequel j'ai bossé. Il vous dit qu'effectivement, on a différents cas comme ça où les paramètres ne sont pas les bons. Pourquoi est-ce que c'est important ici? Ce qu'on vous dit ici sur cette partie-là, c'est qu'il y a un paramètre qui permet en fait l'escalade de privilèges qui doit absolument être mis à false. L'idée elle est simple, c'est que si vous ne le mettez pas, en fonction de la configuration du cluster qui se trouve en dessous, normalement ça ne devrait pas être le cas, mais il y a des fois où ça arrive. En fait, l'option elle passe à trop automatiquement. Une escalade de privilèges, c'est assez simple. Votre application elle tourne dans son conteneur, elle est dans son pod, elle a accès à tout ce qui se trouve en dessous. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner comme débordement. Il y a des fois, c'est pas drôle. On continue. Vulnerable Vessel. On va monter d'un cran. Là, on était sur quelque chose d'assez simple. Donc du coup, on change d'île. Vous avez le petit nom ici de la vulnérabilité qui est en question, K2, ce qui peut aussi vous ramener aux slides qui sont derrière. Et toujours pareil, j'ai demandé un petit coup de main à ChatGPT. Il m'a dit, moi, je pense que c'est ceux-là qui devraient bosser. On est plutôt pas mal. On a une petite chaîne de production qui est là, différents personnages qui essaient de corriger différents problèmes sur la chaîne. On est bien. En termes d'image, on est plutôt pas mal. La problématique, c'est celle-ci. On a un cluster qui tourne, et en fait, alors c'est très 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 subtil. Ça se trouve ici, là. Il y a un petit typo squatting qui a été fait. On a remplacé le I par un L. Ça a l'air de rien, mais du coup, ça permet quoi? D'aller charger une image qui n'est absolument pas celle qui est attendue, qui a un nom qui s'y approche beaucoup, mais qui du coup, potentiellement embarque peut-être d'autres choses. Alors, on a l'habitude de parler de crypto miner, ouais. Aujourd'hui, on fait des trucs un petit peu plus rigolos, notamment avec les LLM, pour éventuellement en parler en off après, si ça vous intéresse. Ici, on a deux... Alors, il y a plein de possibilités, en vrai. J'en ai choisi deux. Je fais un petit clin d'œil à mes copains d'R2DevOps qui sont là aujourd'hui, parce que mine de rien, leur solution est quand même très, très intéressante sur ce côté-là. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qu'était R2DevOps, c'est juste une solution que vous pouvez cliquer sur votre GitLab et qui va vous donner en fait un état du niveau de sécurité de l'ensemble de vos pipelines. Très intéressant, puisque du coup, ça vous permet de dire, effectivement, sur les pipelines qu'on a développés, il y a peut-être des trucs qui ne tournent pas. Connaisseur, qui est celui qui est à côté, lui, il fonctionne complètement différemment. Il va aller se plugger sur votre cluster, et lui, son objectif, c'est de regarder tout ce que votre cluster va pouler. L'idée, elle est simple, c'est tout ce que le cluster va pouler, il va le passer à un ensemble de règles. Oui, non. Il n'y a pas de est-ce que le nom c'est le bon, est-ce qu'il est à peu près différent. Et on a différents modes de contrôle. Le premier, c'est la source. On va être capable de dire, par exemple, tu ne peux pouler des images que si ça vient de telle source. On va être capable de regarder la signature de l'image. Typiquement, si vous récupérez des images officielles sur le hub Docker, vous pouvez récupérer la clé publique, l'intégrer dans la configuration de l'outil. Et l'outil, à chaque fois qu'il y a une image qui va tenter de se présenter comme étant depuis le hub Docker, mais qui n'a pas la bonne signature, elle se fera extraire. À un niveau plus élevé, ce qui va se passer, c'est que dans votre chaîne d'intégration continue, logiquement, vous êtes censé signer vos images. Qui signe ces images aujourd'hui en prod? Ouais, j'ai plein de gens à aller voir. C'est bien. Normalement, c'est quelque chose que vous devriez faire. C'est assez compliqué, je l'entends, mais c'est quelque chose qui est important. La raison, elle est simple, c'est qu'une image qui est signée, elle devient, entre guillemets, invulnérable. Je mets ça entre guillemets. C'est ce qui doit vous permettre, du coup, de vous protéger. Et du coup, R2DevOps, il vous donne un peu ce petit graphe là qu'on voit ici, où je lui dis, attention, votre chaîne de CI/CD, il y a des trucs qui ne sont pas bien dedans, tu laisses traîner des variables qui sont un peu touchy, il y a des choses que tu ne fais pas. Troisième île, on continue notre balade. On est sur des portes de cathédrale, on est sur les airbags. Ici, ChatGPT m'a dit qu'il devrait peut-être fermer la porte. Et je pense que c'est une bonne idée, en fait, de fermer la porte. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de fermer la porte? On a un cas ici qui est décrit où en fait, il y a des privilèges qui ont été donnés à une application et ces privilèges sont trop larges. Pourquoi c'est important? Les airbags, pour faire très simple, je vais être un petit peu vulgaire, au pire ce sera filtré, il y aura peut-être un bip à l'enregistrement. Les airbags, c'est chiant, il faut être honnête. C'est chiant, c'est compliqué à configurer, il faut les suivre.
C'est pas forcément le genre de trucs qui sont intéressants, c'est extrêmement important, puisqu'en fait c'est toute la sécurité de votre cluster, c'est comme ça que vos applications se déclarent et demandent accès à différentes ressources du cluster, ou à des ressources externes, et quand c'est mal configuré, bah forcément il y a des débordements. Donc oui, c'est important, oui, c'est embêtant de le faire, c'est sûr, oui, ça prend du temps, parce que du coup il faut savoir qui a le droit de faire quoi par application et autres, mais si vous ne le faites pas, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que y a list et get. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est simplement lister un secret, c'est pas le récupérer. Donc c'est une histoire de verbe qui se trouve ici, entre list et get, soit. Mais c'est toute la différence. Pareil, dans ce cas-là, on a plein, c'est pareil, il y a plein d'outils. J'ai choisi ceux-là, vous le verrez au fur et à mesure de la présentation. J'ai essayé de prendre des outils que j'ai pas l'habitude de voir, moi, dans ce qui se trouve. Voilà, pour présenter aussi d'autres solutions packagé. Airbag Tool et Airbag Police. Airbag Police est développé par Palo Alto et Airbag Tool par Inside7, si je ne dis pas de bêtises. Grande différence entre les deux, on va faire simple. Il y en a un qui utilise Rego, langage développé pour OPA. Donc c'est un langage de description, l'outil le prend les règles, les parse, et puis du coup vous donne un état complet de votre politique Airbag dans le cluster. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, quelles sont les choses à modifier, ainsi de suite. Airbag Police, lui, va un petit peu plus loin. Il est capable de vous faire une visualisation. Donc on a des petites options comme ça où on va être capable d'avoir une visualisation graphique, ce qui peut être assez sympa parce que lire une politique Airbag, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous allez voir que c'est un peu rébarbatif, c'est pas forcément super sympa à lire. Et avoir quelque chose qui est visuel, qui vous dit, bah voilà, en fait, cette application-là, elle a demandé l'accès à ça, avec tel droit, visuellement, c'est plus parlant. Après, utiliser l'un ou l'autre, moi en général, j'utilise les deux. J'ai les deux qui tournent, et puis je prends l'un, j'ai mes politiques d'à côté, et puis je fais ma visualisation avec le deuxième, ce qui me permet d'avoir une petite visu. Ça, c'est Airbag Tool qui vous le donne. Donc pareil, ça a tourné sur mon cluster. Ah, on va pas super bien, c'est pas cool ça. En gros, ici, ce qu'il est en train de me dire, c'est que j'ai des politiques qui sont un petit peu trop larges et que ce serait bien que je fasse attention parce que j'ai des users qui ont droit de faire des choses pas cool, notamment celui-ci-là. Ces outils-là ne vous donnent pas encore le fixe tout de suite, mais vous amènent à trouver entre guillemets ce qui ne va pas. Et puis après, encore une fois, il y a un petit peu de travail. Il y a des outils qui le font, j'en ai pas parlé ici. Mais il y a des outils qui vont plus loin, qui vont regarder votre politique Airbag, qui vous font quelque chose de un petit peu plus joli que ça, et qui en plus vous donnent carrément un correctif, en disant en fait cette politique Airbag-là, voilà comment tu dois la modifier. C'est pas ChatGPT, non. Parce que je vous le dis tout de suite, ChatGPT fait beaucoup de boulettes, surtout là-dessus. Mais c'est l'outil auquel je pense, j'ai perdu le nom, le fait très très bien. Ce qui m'embête un peu dans celui-ci, c'est que c'est pour moi un peu une usine à gaz. Il ne fait pas que du Airbag, qui regarde un petit peu tout, et le rapport qui vous sort, il y a un petit peu tout dedans en fait. Il y a toute la visu de votre cluster, et après c'est à vous de trier. Et c'est notamment pour ça que moi j'aime bien trouver des petits outils qui font les choses uniques, bien, et puis après on voit ce qui se passe. Quatrième île, il y en a 6 encore. Je vous ai dit qu'il y avait du monde à aller voir, on a du monde à aller voir. Ici, on est sur la sécurité des pods, on est sur les politiques. En gros, comment est-ce qu'on va pouvoir, dans un cluster ou dans votre environnement, puisque ce que je vous dis là aujourd'hui est dans le cadre d'un cluster Kubernetes, mais ça s'applique aussi à votre infrastructure cloud. Dans votre infrastructure cloud, vous avez aussi des airbags, vous avez aussi des politiques de sécurité à implémenter. On est exactement dans le même contexte. Là, c'est juste un exemple. Et là, le côté fonctionnel entre guillemets de ces différents outils s'appliquerait très bien à un GCP, à un AWS, à un Azure ou ainsi de suite. On est plutôt dans la police là. Dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire et surtout pourquoi. C'est clairement ça. L'idée elle est assez simple. Ici, on est typiquement dans un cas où, vous l'avez vu, privilégié égale true ici, notamment, et on a des images qui sont non scannées. Donc on est dans le complément de ce qu'on a vu juste avant, si ce n'est que, comme il n'y a personne qui vérifie ni les airbags ou qui les a mal vérifiés, et il n'y a personne qui scanne ou qui a mal scanné, du coup on laisse passer. L'idée des politiques ici, c'est d'aller dire attention, ça n'a pas été scanné ou la configuration n'est pas la bonne, je ne te laisse pas faire.
En général, il y a un outil qui revient en tête pour ceux qui ont l'habitude, qui jouent déjà avec ça. On parle souvent de Kyverno, pour tout un tas de bonnes raisons d'ailleurs. Moi, je vais plutôt aller jouer dans le monde de OPA. Pourquoi est-ce que j'aime bien OPA? Kyverno est très orienté Kubernetes. OPA est utilisable partout. Dans votre chaîne de CI/CD, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de votre cloud provider, sur vos VM, sur bare metal, tout ce que vous voulez. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a une approche plus complexe que Kyverno, c'est sûr. Écrire du Rego, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous avez peut-être dû vous rendre compte que c'est bon, il y a mieux, il y a plus sympa, clairement. Mais au moins, ça passe partout. C'est-à-dire que vos politiques de sécurité, vous pouvez les appliquer littéralement partout. Constraint, c'est du pur OPA. Policy Controller, c'est un projet du projet Sigstore qui lui vise à signer, et en fait c'est un complément. L'idée de Sigstore est de vous dire, maintenant que tu sais signer, je vais te filer un contrôleur qui en plus va imposer les policies pour faire en sorte que tes signatures soient bien vérifiées. On a un petit exemple ici, en gros, où on interdit toutes les images qui n'ont pas été signées avec le KMS de GCP. Tout ce qui n'a pas été signé, dehors. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Là, c'est juste un exemple sur la signature d'image, mais en vrai, on peut appliquer ça partout. Cloud, cluster, VM, pod, ce que vous voulez. Vous faites charger les policies, ça passe. Juste un petit... Oui, on est bien. La 7e, Rocky Roads. Ici, on est dans la partie réseau. Je fais une petite pause 30 secondes, j'ai un petit peu de temps, c'est cool. Si je vous parle de réseau et de segmentation, quel est le premier nom qui vous vient en tête? Oui, j'ai eu les trois. Vous me voyez venir, moi je ne vais pas jouer dans cette cour-là. Ça, c'est notre petit peuple ici, qui est toujours pareil, essaie de voir un peu toujours ce qui se passe. La partie réseau est souvent la partie qui est une des parties les plus complexes dans le cluster. C'est souvent une des parties qui est les plus sous-évaluées. N'oubliez pas une chose. Dans votre cluster, sur la partie réseau, ça ne gère pas que ce qui se passe dans votre pod, ça gère aussi tout ce qui se passe entre vos différents namespaces, ça gère aussi la façon dont vos pods accèdent à des unités de stockage ou à des services externes. Donc on n'est pas simplement in cluster ou in cloud, on est vraiment dans l'entrée-sortie. Et là, il faut faire effectivement extrêmement attention. L'exemple ici, il est assez simple, c'est malheureusement quelque chose que je vois... Je ne vais pas dire souvent, mais assez régulièrement quand je fais un audit. Malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de structures ont en vision, j'ai des namespaces, donc qui dit namespace, des ségrégations. Les namespaces ne sont absolument pas une ségrégation à aucun niveau, c'est juste un rassemblement. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui est visuel et de vous dire, en fait, mon appli, elle est là, point. Donc il n'y a aucun contrôle, surtout pas d'un point de vue réseau. Par défaut, il n'y a absolument aucun contrôle non plus sur la consommation de ressources. Ce n'est pas le sujet ici, mais on pourra en reparler. Et du coup, le petit graphe que vous avez là vous montre effectivement ce qu'on voit assez régulièrement par défaut, c'est deux applications, des namespaces, et puis tout le monde discute entre eux. En fonction de comment c'est déployé et en fonction de la sécurité que vous voulez avoir avec vos applis, vous me voyez arriver, ce n'est pas forcément une bonne idée. Aujourd'hui, on pense souvent à, je l'ai entendu, Cilium, facile, Calico, celui qui arrive par défaut. Istio n'est pas une CNI, mais on entend souvent parler d'Istio effectivement sur la partie réseau. Moi, j'ai envie de vous parler de deux choses. Il y en a un qui est sous-évalué, c'est Antrea et son petit frère Theia, qui font de l'observabilité réseau. Antrea, c'est une CNI basée sur Open vSwitch, que vous pouvez facilement installer sur votre cluster, qui fonctionne très bien, qui fonctionne notamment assez bien dans le monde de VMware. Vous me voyez arriver pourquoi. Et du coup, en fait, c'est pas parce que vous utilisez le driver Open vSwitch que vous n'avez pas le droit de faire de l'observabilité. Theia, qui a été développé, le fait très bien. Il se base sur ce que fait le protocole et du coup, vous remonte l'info. Si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus cross-platform et qui ne vous oblige pas à installer une CNI que vous n'avez juste pas envie d'utiliser, je vous invite à regarder Network Observability Operator. Lui, en fait, il vient simplement se greffer, en gros, sur la CNI que vous avez et puis vous permet d'aller voir un peu ce qui se passe. Pour vous donner une petite visu de ce qu'on peut trouver, alors ça, c'est du Grafana. Ouais, c'est moche, désolé. Ça, c'est du Grafana assez basique, on vous montre effectivement le nombre de pods que vous avez, la consommation réseau, qui discute avec qui. Et on a à peu près la même chose avec Observability Operator, si ce n'est que lui est complètement cross-platform et vous pouvez l'installer à peu près n'importe où.
même dans OpenShift. 8e île, Overexposed Secrets. La problématique des secrets, il y a eu un talk qui a été fait ce matin, qui était d'ailleurs très bien par les gens de Paddock, sur cette partie-là. Je vais juste en reparler un petit peu. Comme ils l'ont fait, je pense que vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, ça me fera gagner du temps. Et le petit pub qui a été dessiné par ChatGPT pour faire ça, c'est celui-ci. Et qui du coup, effectivement, va essayer de gérer un peu vos informations sensibles de façon, comment dire, propre. On peut dire ça comme ça. La problématique, elle est assez simple ici. Vous avez des secrets Kubernetes. Ça a été dit ce matin, pour ceux qui n'ont pas vu le sujet, je le redis, les secrets Kubernetes ne sont absolument pas des secrets fiables. C'est juste encodé en base 64. Et du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour un peu que votre politique airbag, elle vous autorise à faire un get et non pas un list, du coup, vous récupérez le secret. Si vous récupérez le secret, base 64 décode, vous l'avez récupéré. Et puis toutes les problématiques de rotation qui ont été faites. Est-ce que c'est un problème en soi? En vrai, non, ce n'est pas un vrai problème en soi. Si vous avez une bonne politique airbag qui est bien conçue, si vous avez les bonnes politiques de sécurité au-dessus qui font gaffe, on pourrait se contenter de ça. Maintenant, dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Les airbags, je vous en ai parlé tout à l'heure, les politiques de sécurité, pareil. Et ça, malheureusement, on en trouve partout, quoi. Ce matin, ce matin, on parlait de Vault. Moi, il y a un produit que je commence de plus en plus à regarder comme une vraie alternative à Vault, c'est InPhysical, alors qu'il y a même business model. Hein. Vous avez une partie open source et une partie pro. On est clairement dans quelque chose qui ne va pas aussi loin que Vault. Vault notamment a des engines, je pense notamment au Transient Engine, ou à celui dont j'ai perdu le nom, qui vous réécrit un secret comme étant un numéro de carte bleue, mais qui n'est plus un carte bleue. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. InPhysical ne va pas aussi loin. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que moi, en tout cas, sur la plupart des workloads que je vois aujourd'hui en production, pour les gens qui ne veulent pas aller chez HashiCorp pour tout un tas de raisons, changement de licence, rachat par IBM, j'en passais des meilleurs, InPhysical fait très bien le boulot. Et cerise sur le gâteau, pour ceux qui utilisent Vault, vous avez dû voir que l'interface graphique, elle n'est pas folle, hein, on peut mieux faire. Je vais vous montrer d'ailleurs. Là, on a un truc qui est un petit peu plus joli, qui est un peu plus parlant. On a la possibilité de rassembler par des tags. On a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus user-friendly et qu'on peut surtout beaucoup plus facilement mettre dans les mains d'équipes qui ne sont pas forcément très techniques. Pour ceux qui utilisent Vault en production, vous avez dû remarquer que en fait, vous ne filez pas Vault à un PO, quoi. Moi, j'aimerais bien, mais en fait, l'interface, et vu comment c'est fait, c'est pas possible. Il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que je commence à regarder, qui est un concept qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est assez proche du confidential computing. C'est ARP. Alors, j'ai pris cette icône-là, parce qu'en fait, le gars qui le développe, c'est un ancien de chez Elastic, et il n'a pas fait de logo. Donc, j'ai pris sa tête. Voilà. L'idée de ARP, c'est d'aller au-dessus du KMS et de gérer vos secrets comme des bundles qui, eux, sont signés numériquement, immuables, et gérés par des conteneurs. En gros, un secret, c'est un conteneur. L'idée, en fait, elle est assez simple ici. Vous évitez, ce qui a été dit ce matin par la personne de Paddock, quand vous montez un secret dans le file system, forcément, il faut redémarrer le pod. Ici, vous n'en avez pas besoin. Le secret est géré par un conteneur, donc on n'est plus dans un file system. Il y a un système automatique qui va le mettre à disposition de votre application. Et votre mot de passe, 1, 2, 3, je vais y arriver, peut tourner de façon complètement automatique. ARP le fait. Et votre application en hérite dynamiquement. C'est pas. Alors, on pourrait utiliser. On ne peut pas, je vais y arriver, 1, 2, 3, un petit peu stressé moi. On ne peut pas utiliser ARP tout seul, il vous faut forcément un back-end, que ce soit Vault, que ce soit un consul ou autre. Et puis après, forcément, vous avez ce qui va derrière. C'est pareil, c'est un projet que je regarde, j'aime bien. J'ai un client qui m'en a parlé une fois, qui m'a dit « Ah tiens, machin, j'ai vu ce truc-là, ça peut être sympa », donc j'ai commencé à regarder. Bon, c'est géré par une personne aujourd'hui. Je ne sais pas ce que va devenir le sujet, mais ce côté, je gère mes secrets différemment et surtout, je crée des enclaves, c'est un peu l'idée. Immuable de mes secrets, j'aime bien. J'aime bien ce côté, le secret a été généré une fois, il ne peut de toute façon absolument pas être modifié de quelque façon que ce soit. Et c'est forcément un nouveau secret qui est généré et donc il y a une rotation automatique qui est faite. On va sur un niveau qui est un peu plus au-dessus. L'île du chaos.
L'île du chaos, oui, c'est le chaos parce que, comme le dit le petit nom là-bas, inadequate login, les petits gens qui vivent sur cette île, ils ont des masses et des masses et des masses de données à traiter. C'est toute la problématique du log aujourd'hui. Les logs, c'est bien, on sait tous les capter, on sait tous les mettre à un endroit. Le jour où il faut les traiter, il faut sortir une information utile du log. En général, il n'y a plus personne. Ou alors, on y passe des semaines et puis on fait... Donc toute la problématique ici déjà, elle est de capter l'info et puis d'aller la traiter correctement. Pourquoi ? Parce que c'est bien de savoir qu'en fait on pool des images, mais souvent on ne le regarde pas, parce qu'on voit des trucs qui se passent dans le cluster et puis un jour on se réveille. Et puis est-ce qu'on regarde encore plus quelle image réellement on pool ? Allez voir. C'est juste un exemple ici. L'idée, elle est assez simple, c'est simplement de dire que les logs aujourd'hui qu'on génère, on en génère beaucoup, et de plus en plus, et ça devient de plus en plus compliqué de faire le tri dans tout ça. Mais avant de faire le tri dans tout ça, déjà, il faut savoir le récupérer. Beaucoup d'entre vous ici vont me parler d'Elastic, vont me parler de Loki, OpenSearch, pareil, qui a été énoncé ce matin. Moi, il y en a deux que je regarde bien en ce moment. Il y en a un, c'est OpenObserve. Pareil, hein, qui a un business model open core, donc open source et payant, qui est plutôt assez pratique, pas aussi poussé que ce qu'on peut trouver notamment dans l'écosystème de Grafana, mais qui se présente comme étant une belle alternative. Parce que j'ai quelque chose qui est assez bien fait, c'est centralisé, j'ai pas besoin d'installer 12 milliards d'outils autour, et surtout les logs sont faits, et il y a des routines qui ont été préparées, c'est ce que je trouve assez sympa. Il y a des routines qui ont été préparées en fait, qui vont du coup automatiquement vous taguer des types de logs et vous ramener ça à d'autres endroits. Le deuxième, c'est Coroute. Là, on est dans un autre monde, on bascule dans le monde de l'APM. Donc on va aller regarder cette fois-ci la partie log, ou plutôt la partie trace, plus précisément. Mais cette fois-ci, pas au niveau du cluster, mais dans l'appli en tant que telle. On va aller voir réellement ce que fait l'appli, avec qui elle discute et pourquoi. Coroute, il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a le fondateur de Percona qui est rentré au board de la société qui est derrière, ce qui devrait normalement leur filer un petit coup de boost. Je pense que tout le monde ici connaît Percona avec l'ensemble de ses moteurs SQL. Je pense qu'ils ont assez bien démontré ce qu'ils savent faire. Si Peter, à mon avis, se mêle à l'histoire de Coroute, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Sans y passer trop de temps, parce qu'encore une fois, les images sont moches sur l'écran, mais je vous mettrai les slides à dispo, vous inquiétez pas. Ce qu'on devrait voir ici, c'est effectivement toute la pile d'outils que vous file OpenObserve complètement out of the box. La partie trace, la partie log, la partie métrique, tout est dedans. Vous avez juste des petits trucs où vous pouvez les cocher, et puis il fait le boulot. Est-ce que c'est utilisable en production ? J'ai envie de vous dire oui. Est-ce que c'est utilisable en production sur des grosses plateformes ? J'en sais absolument rien, pour être honnête. Moi, je l'ai utilisé sur un petit cluster où il y a 4 applis qui se courent après, mais il fait très bien le boulot. Maintenant, si vous êtes dans des infrastructures où vous avez des dizaines de clusters et que vous générez des centaines ou des pétaoctets de données par jour, je ne sais pas si ça tient. En tout cas, j'aime bien l'idée. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'aime bien surtout ce côté all-in-one qui effectivement me simplifie la vie à moi en termes de déploiement et puis aussi aux équipes opérationnelles derrière. Coroute, on est dans l'APM, et moi ce que j'aime bien dans l'APM, c'est au-delà du fait de dire en fait ta trace elle a fait ça, c'est d'avoir quelque chose qui est graphique, qui me dit réellement avec qui l'application elle discute de bout en bout. Pourquoi est-ce que c'est important d'un point de vue sécurité ? Parce qu'en fait ça peut juste vous permettre de voir que votre application elle est en train de discuter avec un service qui n'est absolument pas dans votre infra, donc personne ne vous a parlé et ça fait des choses que vous ne saviez pas. Comme par exemple de l'exfiltration de données, au hasard. Totalement au hasard. Et avoir cette vue graphique, moi j'aime bien. Le graphe en flame qu'on connaît tous là avec les petites barres et qui descendent, moi c'est des choses que je ne sais pas lire. Alors je devrais peut-être apprendre, je vais essayer. Mais plutôt qu'un flame graph, moi j'aime bien ça, c'est visuel, je vois à peu près ce qui se passe et je peux aussi facilement voir ce qui s'est passé derrière. Rake Island, Misconfigured Cluster Components, c'est pas un carton rouge sur celui-là, mais c'est quelque chose que je vois et qui m'énerve. Je devrais peut-être pas le dire. Parce que clairement, il y a des fois, ce que je vois, c'est ça. Alors du coup, ChatGPT a dû lire dans ma tête. Parce que malheureusement, c'est souvent ça que je vois. Il y en a partout dans le cluster, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui l'a déployé, on ne sait pas ce que ça fait. C'est pas mis à jour, mais il y a des fois ça tourne, il y a des fois ça tourne pas, on en a besoin. Bref, c'est...
C'est un peu le monde à l'envers. Et puis en plus, comme ça a été fait, comme on a pu à l'époque, voilà. Allez, authentification anonyme et autorisée, hein, comme ça c'est facile. On peut aller voir à peu près tout ce qui se passe, tout est exposé en public. Vous ne devez pas, je vais le dire comme ça, j'ai juste pris 30 secondes d'arrêt pour réfléchir à ce que j'allais dire. Vous ne devez pas exposer publiquement l'API serveur de votre cluster. Je pense qu'on vous l'a dit assez suffisamment, mais je vais le redire encore une fois, vous ne devez pas le faire. C'est trop facile, hein, je comprends le fait de dire je suis en vacances, il y a un souci, hop, je prends l'ordinateur et paf, je prends le cube config et je me connecte et je corrige. C'est une fausse bonne idée. Des clusters où l'authentification anonyme a été activée par défaut, moi j'en ai vu. Bon, voilà. Authentification anonyme, c'est n'importe qui a l'adresse IP de l'API serveur, il se connecte, il récupère le fichier de config, il est admin du cluster. Simple, facile. Il y a des choses que je vais essayer de ne pas dire ici, parce que c'est enregistré, mais parfois on voit des trucs pas drôles, comme des bases de données d'un CRM exposées publiquement et puis que vous pouvez crawler. Voilà. J'en passe des meilleurs. Ici, moi j'ai choisi ces deux-là, Prowler, ou Prowler, comme ils disent, et Polaris, fait par Fairwind. Pourquoi est-ce que j'aime bien ces outils-là? Eux, leur fonction propre, c'est d'aller justement vérifier tout ce bazar. Faire vraiment l'état des lieux de tout ce bazar et dire non, en fait là tu fais n'importe quoi, non là ça va pas. Ton API serveur qui est exposé, c'est pas une bonne idée. Ton pote qui est là depuis 365 jours que tu n'as jamais mis à jour alors qu'il y a 3 versions d'écart, non, c'est pas possible. L'idée elle est assez simple. Prowler, moi ce que j'aime bien dans celui-ci, alors au-delà du fait que l'IHM est moche, alors vous le voyez pas, mais vous le verrez sur les slides. Enfin, moi, je trouve l'IHM pas belle. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est un truc qui est complètement cross-platform. Je peux le connecter à mon tenant Azure et je peux le connecter à mon cluster. Et du coup, il va me consolider les deux. Il va me consolider la vue des deux. Il va me permettre de voir que, j'ai fait n'importe quoi dans ma souscription Azure, ce qui n'est pas une bonne chose. Et en plus, j'ai fait n'importe quoi dans mon cluster, histoire d'alourdir un peu les choses. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon tenant Azure de test, je précise. Ce n'est pas ma prod, c'est celui où je fais à peu près tout et n'importe quoi. Et vous voyez que en fait, j'en ai qu'un en vert. Hein. Pas bien. Ce que je vous montre pas ici, parce que sinon ce serait trop long, même sur une démo, c'est qu'après, derrière, ce que fait Prowler, c'est qu'au-delà du fait de me dire ta souscription Azure, tu as vraiment fait n'importe quoi, il me file tout un tas d'indices et de pistes pour aller corriger tout ça. Des liens vers de la doc ou simplement me dire en fait non, sur ce service-là là, que tu as laissé ouvert, tu n'aurais peut-être pas dû, et en fait regarde, il faut juste que tu actives ça. Mais voilà, sachez que les coordonnées sont souvent les plus mal chaussées. Moi, j'ai pas de prod à moi, j'ai juste du test, un tenant de test, et comme vous pouvez le voir, je vais y travailler. Hein. Polaris, lui, va vraiment s'occuper de votre cluster en tant que tel. Pareil, va avoir une vue complète du cluster. Là où Polaris est intéressant, c'est que Polaris a une consolidation, je vais le dire comme ça, à peu près de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'au-delà de s'occuper de la partie sécurité de votre image ou de vos applications, de votre cluster, il va être aussi capable d'aller plus loin, regarder la partie réseau, ce genre de choses. Donc typiquement, à partir du moment où vous acquérez une certaine maturité sur l'utilisation des politiques de sécurité, la configuration de vos politiques airbag et autres, en fait, vous arrêtez de déployer 36 000 outils, et puis c'est là où vous pouvez commencer à monter un petit peu en puissance. Authentification cassée, eux, ils essayent de réparer l'authentification. L'identification, pourquoi? Parce qu'on laisse tous traîner des tokens partout, on a des tokens qui n'ont jamais de fin de vie, on ne fait pas de MFA, et puis quand on a récupéré le token, c'est pratique, comme ça on n'y touche pas, il est toujours valide, et puis tout va bien. Bon. L'autre problème qui est derrière, c'est que souvent, vous allez adosser votre cluster ou votre infrastructure à différents IDP, et quand vous allez vouloir changer d'IDP pour tout un tas de bonnes raisons, ça devient compliqué, parce qu'il faut tout refaire, machin et coup. Il y en a un que j'aime bien dans les deux. Alors, Authentic, je vais passer vite dessus. Authentic, c'est clairement un IDP. Il se veut comme étant... pour ceux qui utilisent Okta, qui fait vraiment de la centralisation de votre authentification, Authentic joue vraiment dans cette cour-là. Parallus, moi, ce que j'aime bien, c'est que Parallus, il est plutôt dans l'idée de dire vous avez déjà quelque chose qui est en place, on ne va pas le casser, on ne va pas le changer, on va juste se plugger au-dessus, pour autant que ce soit supporté, et on va t'aider à le configurer correctement.
Donc en gros, là, vous avez une petite démo là, qui vous montre un peu ce que c'est. Vous vous connectez à votre token GitHub et puis du coup, vous pouvez récupérer les credentials. Pourquoi est-ce que Parallus est intéressant pour moi? La raison elle est simple, c'est que demain, mon client, quand il change d'IDP, il a juste en fait à changer la configuration dans Parallus. Il casse pas tout, il refait pas toute la conf, il dit juste à Parallus, maintenant, tu vas te connecter là-bas et tu récupères les credentials. Ce qui permet aussi du coup de réduire notamment les phases de migration et puis surtout les arrachages de cheveux. Et du coup, Entity qui est là, comme je vous l'ai dit, se comporte vraiment comme un Octa-like et va aller centraliser cette fois-ci toutes vos piles d'authentification sur l'ensemble de vos services. L'idée, c'est d'aller corriger ça. Toutes les CVE que vous laissez traîner, puisque bien évidemment, vos clusters, vous ne les mettez jamais à jour. Normalement, vous les mettez à jour au moins une fois par an, ça a été dit. Et il y a des fois, en fait, on ne le fait pas. Deux outils assez simples, KubeClarity, qui est un peu une consolidation de ce qui a été fait, et Grip, qui est un scanner. Grip, ce qui est intéressant, c'est que Grip est compatible avec Vex. Vex, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un protocole d'échange de données, et il y a un point qui est intéressant avec Vex, quand c'est bien implémenté, c'est que du coup, votre scanner de vulnérabilité va être capable de vous dire oui, il y a une vulnérabilité sur l'image Nginx, je ne sais pas quoi, mais elle ne s'applique pas dans ton cas. Ou la librairie a déjà été patchée, ainsi de suite. Donc on a un niveau un peu plus évolué. L'idée, elle est simple, c'est pas de vous sortir une liste de 3000 vulnérabilités, mais de vous sortir simplement les vulnérabilités qui s'appliquent réellement à votre contexte. Et donc plus facilement d'aller filtrer un peu ce qui se passe. KubeClarity, comment il fait? En fait, il va, comme tout le monde maintenant aujourd'hui, il génère du SBOM, il fait une comparaison avec votre Software Bills of Materials, via une DB, et puis du coup, il va être capable de vous dire oui, non, ça passe pas. L'intérêt d'utiliser ce SBOM, c'est que du coup, on est capable d'aller au-delà de l'image et on peut aller voir à peu près n'importe quel artefact, comme par exemple des chartens. À la fin, on a ça. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde s'est mis en route, et tout le monde a bien bossé, tout le monde a corrigé à peu près tous les problèmes qu'on a partout, sur toutes les îles, tout ce qui va bien, normalement, on a un joli beau château, et vous voyez que l'entrée du château, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. C'est-à-dire qu'on a bien fait les choses. Et vous arrivez cette fois-ci dans un monde où les choses se font bien. On a encore besoin un petit peu de sécurité, c'est pour ça que vous avez les deux petits copains qui sont là. Falco et Tetragon. Comment fonctionne Falco? Très rapidement, vous avez un moteur, des gestionnaires de règles, tout un tas d'inputs que vous pouvez utiliser, il y en a un peu plus d'une centaine maintenant, et votre moteur de règles. Tetragon lui fonctionne de la même façon. La grosse différence entre Tetragon, enfin l'une des grandes différences entre Tetragon, je vais y arriver, et Falco, c'est que Falco fait appel à des services externes, notamment le Sidekick et puis un outil qui s'appelle Talon, pour faire de l'exécution de règles. Tetragon le fait live tout de suite. Le problème de Tetragon, je vais vous montrer juste après. Vous allez voir, c'est que autant Falco c'est facile, c'est du YAML et c'est pratique. Créez vos propres policiers dans Tetragon, je vous montre juste après. Bon, c'est un petit peu challengeant. Il me reste 7 minutes. C'est parti. Ah oui, c'est vrai. Comment ça se passe? Alors, ça c'est mon petit cluster. On va essayer de faire un truc, puisqu'avec une main, ça ne va pas être possible. Alors, j'ai créé une policy qui est là. Et cette policy, elle dit tu bloques les DNS de Google. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, pas trop. C'est tout noir, c'est génial. On va essayer de faire ça. C'est mieux? Ouais. OK. Donc vous avez une CRD qui est là, tracing policy, vous définissez son nom et vous définissez sous forme d'une spec la propre kernel à utiliser. Ici, on va utiliser TCP Connect, donc on va regarder la partie réseau. Et on va simplement dire ici, en bas dans le sélecteur, en fait, si le flux que tu vois est à destination de 8888, c'est kill. Si je fais la même chose dans mon ami Falco, et que je vais dans mes configs MapLAO et que je fais Falco ici, vous allez voir que c'est tout de suite un petit peu plus sympa à lire. Non, on voit toujours pas. C'est un vrai bonheur. C'est horrible. Je sais pas comment. Pardon? Ouais, si, on l'a. C'est mieux. Allez. Ici, vous avez votre liste d'IP qui définit justement ce que vous allez regarder. Et un peu plus bas, on va essayer de vous montrer ça vite fait. Si je fais outbound, ici, là.
J'ai une règle qui dit, si jamais tu as des connexions qui vont vers l'extérieur et qui vont vers la liste, à ce moment-là, tu m'envoies un petit message, priorité warning. Et ce petit message, il est utilisé par le petit garçon qui est là, et lui, il dit tout simplement, je vais y arriver, suspicious outbound, action, tu me désactives la connexion, donc en gros, je vais avoir une netpol normalement qui va apparaître, et je termine le pod. Normalement, j'en ai un qui a déjà été fait, puis comme ça va me permettre de laisser le temps un peu aux questions. Default. On va essayer de se faire un truc vite fait. Create ressource, deploy, namespace. Allez, on va se mettre dans default. C'est pas grave, faut pas le faire, mais on va se mettre quand même. Non, je veux qu'un seul réplica. Vas-y, applique. Ok. Pourquoi tu veux pas monter? Là. Ok, donc lui, il est là. Il a démarré. Et donc si je fais ça, que je vais dans les pods ici, c'est l'enfer, je ne m'y retrouve pas. Ouais, zoomer, c'était pas une bonne idée. C'est pas celui-là. Est-ce que je le labelle sur celui-là? Non. Tac. On va faire ça vite fait. Alors, on va se le faire à l'arrache. On va aller récupérer. Je fais n'importe quoi. Je vais aller récupérer la conf qui va bien. Putain. Je vais aller récupérer une des IP. Je vais prendre celle-là. On va voir ce qui se passe. Tac. Je recommande notre ferme. On va considérer que ça marche. Hein, on va faire ça. Celui que je voulais vous montrer vite fait, parce qu'il me reste 1 minute, donc non, je ne vais pas le faire. Je vais m'arrêter là. Il y a juste un outil dont je voulais vous parler qui s'appelle M9 Sweeper, qui en gros reprend tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans une IHM qui vous installe tout seul. Assez pratique. Vous avez KubeSec, KubeHunter, Gatekeeper, donc la partie OPA. Il y a Falco qui est intégré dedans, ce qui vous fait que derrière, vous pouvez intégrer toutes les règles qui vont bien. Et en plus, vous avez une IHM. Là, si je vous montre, je vais cramer mon temps, je vais me faire gronder par la dame qui est là-bas. Mais après, si vous voulez, on s'attrape quand vous voulez, on se met n'importe où, je vous montre. L'outil est vraiment sympa. M9 Sweeper. C'est lui, M9 Sweeper. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Donc en gros, vous avez la pile complète ici. Vous avez Gatekeeper, KubeHunter, Falco, machin, il est extensible. Vous pouvez tout mettre dans une seule IHM et vous pouvez récupérer l'ensemble. Et petite cerise sur le gâteau, je finis là-dessus et après j'ouvre les questions. Il fonctionne bien évidemment sur le cluster local où vous l'avez installé et vous pouvez l'utiliser sur tous les clusters que vous avez. Il nous reste 3 minutes. J'ouvre les questions. Ça y est, on y va. Bonjour. Du coup, la question, c'est pour lancer ce genre de scan, notamment si on veut par exemple un scan CIS du cluster, il faut forcément que les pods soient en privilège pour lancer le scan. C'est ça. De toute façon, oui, tu as un pod qui va devoir être privilège. Tu as un pod, effectivement, qui, lui, va devoir avoir des privilèges. Alors, je ne vous l'ai pas montré ici, mais c'est le cas notamment de ce qui concerne M9 Sweeper, où, effectivement, il y a au moins un pod qui va avoir besoin d'avoir des privilèges élevés, et lui, oui, effectivement, on va devoir aller voir ce qui se passe. Du coup, il y a une best practice de peut-être faire le scan que sur des clusters de test. Puis après, en fait, tout va dépendre de ta politique interne. Normalement, tu es censé scanner à peu près tout.
Parce que tu sais jamais ce qui peut se passer, et même une image qui te semble fiable, une fois qu'elle est déployée, elle fait tourner une appli, et cette appli elle-même peut avoir un problème, et du coup peut ouvrir une brèche qui te permet d'installer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ok. On peut dérouler comme ça l'idée. Après, bah, ouais, ça dépend des cas. Ça marche, merci. Il y a une autre question? Merci d'abord. Et puis pour la partie réseau, vous avez parlé un peu rapidement de Calico et Cilium. Les outils que vous avez montrés, ils fonctionnent avec eBPF par exemple? FIA fait de l'eBPF, ouais, au-dessus d'OpenVSwitch. D'accord. Et donc c'est un CNI qu'on peut mettre Antrea, c'est une CNI qui est basée sur OpenVSwitch que tu peux installer dans ton cluster. Et une fois que tu as installé du coup Antrea en tant que CNI, tu vas pouvoir plugger FIA au-dessus, qui du coup va se baser sur ta CNI et te faire toute l'observabilité au-dessus. Et ça fait une surcouche au niveau des network policy, comme fait Calico par exemple? Non, FIA c'est que de l'observabilité. Ok. Là où effectivement dans Cilium, tu as des network policy pour Cilium qui vont profiter d'IBPF et qui du coup sont entre guillemets plus performantes. Là on est vraiment sur une pile logicielle qui est vraiment là pour te donner une vue de ce qui se passe dans ton réseau, qui discute avec qui, avec quoi, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Merci. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Et donc ma question, c'était sur Gripe. Donc tu disais que Gripe, au-delà de remonter des CVE, il était capable de savoir si dans notre contexte, les CVE pouvaient être exploitables ou pas. Et tu sais dire un peu plus précisément sur quoi il se base pour dire ça? L'implémentation ça utilise un protocole d'échange qui s'appelle OpenVex, et derrière c'est une analyse en fait du SBOM qui est généré, et d'une source de données. En gros, l'idée c'est de dire j'ai une faille ici, elle a déjà été corrigée parce que je ne sais pas, la librairie a été patchée ou ce genre de choses. Okay. Moi j'ai eu le cas typiquement avec un client où il y a un module dans un truc en Java qui a été détecté comme étant faillible, faille critique, machin, par le scanner de base. Et en fait, quand on le repasse et qu'on fait un SBOM complet de tout ce qu'il y a dans l'image, en termes de binaire, en termes de fichiers, machin et autres, en fait, tu te rends compte que la vulnérabilité, elle a déjà été patchée. Ok. Ok, d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de descendre un cran au-dessous et de ne pas s'arrêter à simplement j'ai une Nginx 1.19 et il est criblé de trous de sécurité, ou j'ai telle application dans telle version. On descend plus bas, on regarde vraiment tout ce qui se passe, enfin tout ce qui tourne et tout ce qui existe entre guillemets au niveau applicatif, et cela on va être capable de faire du différentiel. C'est-à-dire bah, effectivement, oui, tu utilises une image qui a 4 ans, mais visiblement tu l'as déjà patchée, donc ça passe. Top, merci. Moi, j'ai une question, c'est par rapport au manifeste que vous avez montré tout à l'heure pour la sécurité, où il y a beaucoup de... Le tout premier ? Ouais. Ouais, le fameux... Oui. Et cette config en trou, est-ce que c'est pas par défaut en false si on la met pas en dur? Si on la déclare pas sur le manifeste d'un pod, c'est censé être... Juste que tu as des gens qui ne veulent pas trop s'en cuisiner, et tiens, j'ai besoin d'avoir accès à un machin, et mais effectivement, oui, la partie privilège d'où tous ces droits sur l'autre, effectivement, par défaut, ne sont pas autorisés. Mais on trouve quand même des applis qui en ont besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors moi j'ai une question, c'est un peu plus... C'est sur les bonnes pratiques. Alors est-ce que du coup, quand on voit un problème, est-ce qu'il faut le bannir tout de suite ou est-ce qu'il faut lever une alerte ? C'est un vaste débat que j'ai avec pas mal de copains, aussi bien côté Falco que côté Tetragon. Côté Tetragon, leur position c'est on coupe tout de suite. Côté Falco, c'est plutôt on remonte une alerte et après on voit ce qui se passe. C'est vraiment deux approches qui sont totalement différentes. Il y en a une qui est beaucoup plus rapide que l'autre forcément, parce que Tetragon, en gros, t'as ta policy, on se pose pas de questions, tu coupes tout de suite. La position de Falco, c'est plus je vais analyser, je regarde ce qui se passe, je remonte l'information à un module tiers,
Et soit je laisse ce module tiers avoir l'intelligence d'agir, soit je renvoie à un opérateur. Personnellement, aussi parce que ça m'a valu quelques arrachages de cheveux il n'y a pas si longtemps que ça, j'aime bien le côté je remonte et je vois ce qui se passe, plutôt que il y a ça. Moi, ça m'a coupé un export de base de données qui tournait pendant 14 heures. Pas de bol. D'autres questions? Donc c'est par rapport à mon expérience personnelle. J'ai un petit challenge que mon client sympathique m'a mis en place. J'ai donc un cluster cube avec environ une vingtaine d'images qui sont en gros de sources éparses. Donc ça peut être des images communautaires, ça peut être des images qu'ils ont buildées eux-mêmes. En gros des images hétérogènes. Et donc ma question c'est, j'ai du coup des listes de CVE qui sont en train de s'empiler par graphe de 10. Et comment je peux gérer sereinement en gros le patchage de ces images, sachant que en gros la source elle est souvent hétérogène en fait. Alors, le plus simple, mais pas forcément le plus léger, c'est d'avoir ton propre registre. Et du coup, d'aller, toi, patcher les images et puis tu les poses dans ton propre registre. Après, toute la problématique que tu vas avoir, si je comprends bien le sujet, c'est que tu as 300, 400 CVE qui s'empilent et tu ne sais pas réellement sur les... Je vais y arriver, 1, 2, 3. Lesquels traiter en priorité. Alors il y a de ça, il y a une histoire de priorité, mais il y a aussi une histoire de... en gros, comme les images sont sur des OS hétérogènes, donc il y a de l'Alpine, il y a du Debian, il y a du Ubuntu... en fait, je pensais faire un système d'auto-patching à l'arrivée des CVE. Donc en gros, l'image arrive et puis j'ai une moulinette qui vient me patcher mon image et puis ensuite, à un moment où ça dérange pas trop, on met en place l'image patchée. Et je voulais savoir s'il y avait des outils qui avaient déjà cette mécanique. Bon, moi, je suis parti sur Trivic Opacetic, mais ça remplit pas 100% de mon besoin en fait. Je suis un peu là en situation où je vais avoir besoin de faire du custom et de faire des trucs un peu sales dans les images. Et j'aimerais éviter autant que possible en gros de bricoler, quoi. Déjà, quand tu dis patcher, patcher égale rebuild de l'image ou patcher live? Patcher égale on prend l'image et on remplace le binaire par la version qui n'a pas de faille. Bon. Moi, ce que j'ai l'habitude de mettre en place, c'est des chaînes de CI/CD qui partent des images officielles et qui reconstruisent tout. En gros, les seules images auxquelles je fais confiance, c'est les images officielles Docker. Et après, on reconstruit tout derrière. Et effectivement, on a des jobs qui tournent, qui vont... Il y a notamment OpenCVE qui fait ça, où tu as des systèmes de notification. Et en fait, tu peux récupérer la notif d'OpenCVE, et quand OpenCVE dit « Ah tiens, sur Nginx, je ne sais pas quelle version, il y a telle faille qui a été détectée et elle est critique », tu peux déclencher un job qui, du coup, va repousser l'image. Après, toute la problématique derrière, c'est « Ok, mon image, elle est prête, mais il faut aller la déployer en prod. » Donc, il faut, entre guillemets, mettre à jour. Et là, on fait confiance à Argo CD et Argo Rollout. Enfin, confiance, dans le sens où on a des workflows Argo qui tournent et qui disent bah ok, il y a une mise à jour qui a été faite, l'image a été rebuildée, allez, progressivement, je vais les mettre à jour. Mais personnellement, je ne patch pas live, jamais, et je ne récupère pas d'images toutes faites sur une registrie autre. Je pars des images officielles, on reconstruit. Oui, ça prend du temps, mais ça me donne la maîtrise de ce qu'il y a dedans. Par contre, on met en place la CI/CD qui va bien pour que ce soit bien géré. Ok, merci. Merci, on va s'arrêter là, on a déjà dépassé. Si vous pouvez prendre 30 secondes, scanner ce petit QR code et me faire un feedback, je prends